Salut Joselito. Et non, c'est pas Roselito. Salut Philippe. Qu'est-ce que t'as foutu cette semaine? Bon, je te réponds rien comme Roselito. Non, j'ai fait plein de trucs. J'ai parlé du why avec ma fille. Ah, c'était la semaine du Y, je crois, ou les 2 semaines Ouais, du Y. écoute, aujourd'hui, c'est la journée de la femme. Et la semaine dernière, Des femmes. pardon? Des femmes. Oui, des femmes, pardon. Et la semaine Pour les dernière, droits des femmes. c'était la semaine du why. Plein de discussions sur les réseaux autour du why. Hmm. Et pendant que je suivais ces discussions, ma fille avait une semaine sur le management dans le cadre de son master direction artistique. Et au milieu de la semaine, elle est venue, elle me fait, on nous a parlé du truc dont tu nous parlais la dernière fois. Le Le mec, truc. le mec, il s'appelle Papa est à la mode. Sinek. Et notre prof nous a fait regarder la vidéo de Simon Sinek sur le why. Ah, Et c'était donc, vraiment la semaine sur LinkedIn, c'était la folie. Alors, ça tombe bien parce que la dernière fois, Stéphane Callot, qui est venu nous parler Lean il y a quelques semaines, et donc tout le monde a demandé à grand cri une part 2. La dernière fois, on a conclu en disant la vision, les fantasmes du marketing face à la réalité du Lean sur les chaînes de montage. Et donc, on a dit, bon, ok, Stéphane, il faut que tu reviennes. Et tout le monde en commentaire a dit, bien sûr, il faut que Stéphane revienne, c'était ouf. Donc, Stéphane, que je j'ai pas suis de présenté en retour. entrée, est de retour et va nous parler de la vision et c'est génial puisque c'est ce que tu as fait la semaine dernière. Donc la semaine dernière, tout le monde a parlé de why sur LinkedIn parce que c'est la mode de taper sur Simon. Et qui plus est, ta fille a regardé son TED en master, donc c'est génial. Alors, c'était quoi ta phrase? Tu nous avais fait une punchline de fou la dernière fois. Alors, ben, faudrait ressortir la vidéo, mais Attends, l'idée, ça partait d'une blague avec Roselito. Euh, Désolé, voilà, ça y est, ça c'est réglé. Ça c'est fait. Toujours dans une blague toute simple, j'expliquais à Roselito, enfin je disais à Roselito que bon, on parlait marketing depuis un moment, et je lui disais ouais, c'est bien gentil tout ça. Le problème c'est que le marketing, quand même, il a pour but essentiel d'apporter une vision fantasmée du monde. mhm. Je trouve que ça résumait bien tout ce qu'on entend sur le growth hacking, sur le storytelling, sur le contenu. Euh, et, et par opposition, je trouvais qu'il y avait une opposition intéressante, ouais, avec la réalité de ce que peut vivre un patron de PME au quotidien. Tu sais, Roselito s'interroge toujours sur comment on fait pour éduquer les clients, les patrons de PME au marketing. Euh, Bah, faut peut-être que le marketing se rapproche un peu de la réalité de la PME, et de la réalité de ce que peut être la préoccupation d'un patron de PME au quotidien. Et on va réussir à progresser comme ça. Bah, tu vas essayer de m'en rapprocher aujourd'hui alors parce que je te préviens, je suis parti dans l'espace. L'espace. J'ai passé le week-end à lire Lift, pour m'éloigner du sol, Lift, qui est la nouvelle histoire des débuts de SpaceX, qui est sortie là il y a quelques jours. J'ai vu ça, j'ai dit ah c'est parfait. Je veux faire un truc sur la vision avec Stéphane. Et comme justement l'exemple absolu que je voulais te sortir depuis le début, c'est celui d'Elon Musk qui a à la fois une vision la plus fantasmée que tu puisses imaginer, je pense, coloniser l'univers pour l'espèce humaine entre autres. Et dans le même temps, et peut-être celui qui a créé récemment les boîtes les plus actionnables, les plus hardcore dans le on exécute tout de suite maintenant et je vais mettre plein de partages d'écran, de vidéos, de photos pendant qu'on cause, parce qu'on m'a fait remarquer qu'on aimait bien mes petits partages d'écran. Donc ça tombe bien, là j'en ai un paquet, au-delà du bouquin que j'ai lu ce week-end. Donc, alors déjà, tu nous parles de vision fantasmée, etc. Tu parles de quoi là? Tu parles de la façon dont travaille le marketing ou vraiment de ce côté de mettre en avant une vision, la vision de la boîte? Non, non, enfin, t'as raison, il y a les deux aspects. On est parti d'une discussion très terre à terre sur voilà, les actions marketing, les stratégies marketing dans une PME, et je faisais cette blague sur la vision fantasmée. Et évidemment, bah, ça nous ramène au sujet des visions, des missions, Mhm. avec tout le
tous les abus que ça peut susciter aujourd'hui. Alors, c'est pas une data très scientifique, mais je regardais, je me disais, tiens, sur le nombre de sites web que je suis allé consulter la semaine dernière, en découverte, hein, je te parle pas d'Amazon ou de Netflix, combien de ces sites web d'entreprises, PME ou groupes plus importants, affichaient vision, mission, valeur? Aujourd'hui, on tourne à 80%. Hmm. C'est, euh, et L'autre jour, j'ai je sais pas pourquoi. Je pensais à... Ah bah, probablement parce j'étais en train de lire Lyft, je crois, et du coup, ils font des tests au Texas. Et bon, de fil en aiguille, je me rappelle de ma calculatrice. Je me rappelle du duel Texas Instruments Casio. Je me dis, est-ce que Texas Instruments c'est plus vieux que Casio, tu vois? Et de combien? Donc je vais voir ça, et en allant voir ça, je tombe dans le Wikipédia sur l'énoncé de mission de Texas Instruments. Et je te le donne en mille. En gros, c'est Texas Instruments est une entreprise, vu que la phrase c'était quelque chose du genre Texas Instruments a pour mission de satisfaire ses clients en leur livrant les produits dont ils ont besoin. Je sais, bah, mettez Texas, c'est une entreprise, vous gagnerez du temps. On avait une super vidéo qu'on partageait il y a quelques années sur pourquoi les énoncés de mission sont tout pourris. Euh, Why a mission statement sucks in English. Super vidéo YouTube qui est encore en place et il te montre un peu le process de dilution du message parce que tout le monde vient rajouter un truc. On parle ouais. souvent aussi de gestion ou design par comité avec José Lito, c'est exactement ça. Bref. Micro parenthèse, il faut absolument qu'on y revienne. Ton dénigrement forcené et systématique de la gestion par comité, ça me pose question et je te Et ben rejoins pour pas tout à l'épisode fait là-dessus. 3. Ouais, Pour ouais, l'épisode 3. faudra qu'on revienne sur le truc. Mais on risque Euh, d'en parler dans le courant d'aujourd'hui parce que ouais, mais c'est lié. voilà, l'idée de la vision, quelque part, si tu as un visionnaire, il doit être capable quand même d'être un peu dictateur. Dans le même temps, la vision va permettre de diluer dans toute l'entreprise cette vision, si elle est bien communiquée, ce qui est un des gros sujets de la vision. Et du coup, tu te retrouves avec ce que certains appellent une armée de mini-CEO, c'est-à-dire tout le monde dans la boîte, quelque part, partageant la même vision et capable d'y aller de son plein chef. Mais tu vois, quand tu dis diluer, je pense que c'est ce qui se passe quand ça se passe mal, ou en tout cas pas trop bien. Euh, et le bon cas de figure, c'est quand ça se diffuse ou quand Mhm. ça s'imprègne. Je ne sais pas quel est le bon terme, mais j'aime Partage. bien. Enfin, tu reprenais, je rebondis sur ton exemple avec Elon Musk. Euh, le, le truc, le truc remarquable, c'est pas sa vision fantasmée, c'est pas le show, le fait de vouloir conquérir l'univers, c'est sa capacité à aligner des équipes et à en faire Mhm. des stratégies actionnables avec des boîtes Et il le qui fait avec marchent. ça. Et il le fait. Donc là, je lisais le bouquin ce week-end et il le fait avec ça. Il le fait parce qu'il a cette vision de taré qui fait que les gens qui viennent, ils disent ok, je vais sacrifier ma vie pendant 10 ans parce que je sais, enfin, parce que cette vision m'éclate et je veux aller chercher ça. Et c'est vrai que tu vois tous les gens dans le bouquin tout le long, à la fin, ils reviennent à ça, à dire on ne l'aurait pas fait s'il n'y avait pas eu un... Et alors, je vais partager mon écran après parce que pareil, on fait un sujet comme ça, j'ai dit ok, que pense Drucker? C'est toujours mon compas, que pense Drucker? Et Drucker a dit montrez-moi une boîte qui réussit, il y a toujours un monomaniaque avec une vision, enfin une mission derrière. Mais avant ça, j'aimerais ta définition de la vision, qu'on sache de quoi on parle. Euh, je, je vais je vais pas pouvoir, enfin, une définition, pour moi, la vision, c'est c'est ce que le chef d'entreprise, ouais, le chef d'entreprise, c'est c'est le message que le chef d'entreprise va faire passer à ses équipes et à ses clients pour euh, pour leur permettre pour leur permettre de se projeter Mhm. dans ce qu'ils vont faire avec son entreprise. Voilà. C'est J'aime bien ta vision fantasmée du coup, parce que c'est un peu ça quand même, c'est-à-dire
quelle image du futur encore une autre citation de Drucker, la meilleure façon de prévoir le futur, c'est de le créer. Donc, quel futur vous avez envie de créer, en fait? Et En nous ben, achetant ou en travaillant avec nous? je te donne un exemple. J'ai des discussions, enfin des discussions. C'est un truc, un sujet, c'est ce que j'appelle les sujets chansons populaires. Ça s'en va et ça revient. Euh, euh, le, comment. Alors attends, merde, j'ai perdu le fil. Euh, comment tu fais en fait pour fixer un objectif? Alors, tu as, ta vision, et puis bon, à un moment, faut revenir à la réalité, il Tu as faut la dire aux gens vision, ce tu as qu'ils la doivent faire. mission, tu as l'objectif. Voilà. Tu vas donner des objectifs plus ou moins ambitieux. Alors, tu as toujours un débat avec un gars qui va te dire, ouais, mais là, tu mets la barre trop haut, on ne l'atteindra pas, il faut que l'objectif il soit atteignable, mesurable. Enfin, c'est-à-dire tout ce Smart. que, voilà, le truc smart, mais comme personne n'est capable de prévoir quoi que ce soit, de toute façon, tu sais que tu vas te planter, donc autant mettre un objectif très très haut. Il y a un quart d'heure avant qu'on se connecte, je lisais un truc super intéressant sur les objectifs en termes de gestion de la qualité. Mhm. Et on me dit, bon, ben, c'est un DG qui discute avec ses équipes combien, voilà, moi je veux qu'on atteigne zéro défaut. Donc qualité 100%, 100% de pièces bonnes. Ah non, putain, tu comprends, c'est trop dur, c'est inatteignable. Et, et, euh, et le gars dit, ben, je vais vous donner un exemple qui vient du Japon. Une boîte américaine qui demande à son sous-traitant japonais, un sous-traitant japonais, voilà, on accepte que vous nous livriez, enfin, on vous demande de nous livrer 99% de pièces bonnes. Donc, on accepte 1% de rebut. L'Américain était persuadé d'avoir fixé la barre hyper haut. Problème de communication, les Japonais lui livrent une première caisse de produits. Tu as une caisse de produits avec les 100 produits, puis à côté, tu as un petit sac avec l'équivalent de 1% de produits défectueux. Et le japonais qui lui dit, ben, on n'a pas très bien compris pourquoi vous vouliez 1% de produits défectueux, mais On vous les a on a mis à quand même côté. pris le soin de les mettre de côté au cas où. Et merci, c'est cool, t'es bon public, mais Elle est pas mal, elle est pas mal. voilà. Mais en plus, elle est toute neuve. Hein. Celle-là, je l'ai trouvée il y a 1 heure et j'ai adoré l'exemple. Et je me suis dit, mais c'est ce qu'on vit, c'est ce qu'on vit en permanence. C'est, et c'est un petit peu l'histoire de la vision. C'est, c'est forcément de ces visions, voilà. C'est l'ambition qu'on va se donner. Et effectivement, on a le droit d'avoir une vision fantasmée. Euh, on a le droit d'aller Et c'est pas chercher la des, même des chose qu'un asymptotes. objectif. Alors, en parlant d'asymptote, j'en ai une là d'Elon Musk, toujours, hein, c'est ma journée Elon Musk. Alors, cette fois-ci chez Tesla, pas chez SpaceX, qui est, tu veux une voiture autonome, une voiture autonome, c'est une voiture qui se conduit toute seule, ok. Donc, tu as un autopilote, tu le mets en route. Alors, ça, c'est l'ancienne version, maintenant, il n'y a plus le clou. Et donc, il conduit la voiture, et puis à un moment, tu vois un truc qui va pas, donc tu freines, ou tu accélères, ou tu tournes le volant, ou un mélange de tout ça. Et ça s'appelle une intervention et un désengagement. Alors potentiellement, tu as des petites interventions qui ne désengagent pas, genre un petit coup d'accélérateur, et après, tu as les vrais désengagements. Et donc, si toi, derrière, tu as une intelligence artificielle que tu entraînes à conduire 100% du temps, tu as un objectif qui est très clair, zéro désengagement, voire zéro intervention. Et donc, c'est la façon dont aujourd'hui ils travaillent. Ils ont je sais pas, 1 million de voitures sur la route qui ont le hardware qui va bien, qui collectent en permanence, que tu aies pris ou pas l'abonnement. Non, c'est pas un abonnement, que tu aies acheté ou pas l'option. Euh, et derrière, ça part en dataset, mais évidemment, tu vas pas tout mettre en dataset, le moindre virage, etc. Qu'est-ce que tu vas mettre en dataset? Et ben, tout ce qui est autour de 100% des désengagements. 100% du désengagement est un problème. Certes, on n'aura pas 0% ni demain, ni après-demain, ni dans un an, ni dans peut-être même 10 ans. 10 ans aussi peut-être. Mais en tout cas, tu vas vers cette asymptote qui est je veux zéro désengagement. Et tout le monde chez Tesla sait très bien que personne va dire chef, c'est pas possible zéro. Hors de question. Mais tu vois le lien entre la vision et puis l'ambition qu'on se donne sur les objectifs et les approches très, très actionnables à la réalité Mm. du terrain au quotidien, ça se fait là. C'est-à-dire, c'est le, c'est dans cet échange permanent entre la réalité du terrain et la vision qui fait qu'on est à un moment, tu arrives. En fait, c'est quoi une vision?
c'est le truc que tu vas être capable de formuler à tes équipes Mhm. pour que le matin, le midi et le soir, on te dise plus non, ça va pas être possible. Non, on va pas y arriver. Non, de toute façon, on l'a jamais fait, on pourra pas. Mais où on va te dire systématiquement, ben, c'est bon, on y va. Mm. On avance. Euh, et en fait, voilà, si tu veux formuler une vision qui marche, qui soit pas un truc fantasmé pour le marketing ou une vitrine sur ton site vitrine, euh, euh, et je te confirme, j'ai toujours pas trouvé la traduction de site vitrine. Merci, merci. Finis ta phrase avant de la perdre. Voilà. Et donc, Donc, le si tu veux truc pas sur une la. vision fantasmée, tu veux ce Ouais. lien avec le terrain pour qu'il y ait cette connexion entre un objectif de court terme. Alors, si je prends SpaceX, le bouquin s'arrête à la mise en orbite de la Falcon 1. Donc, en l'occurrence, aujourd'hui, ils ont bien d'autres objectifs. Mais bon, il y a trois grosses milestones chez SpaceX, on pourrait dire. Il y a la première fusée, Falcon 1, c'était atteindre l'orbite. C'est tout. Atteindre l'orbite et atteindre l'orbite avec, si possible, une demi-tonne. Ensuite, il y a lancer la fusée. Alors non, ça fait un peu plus que 3 milestones, mais bon, lancer la Falcon 9. Ensuite, il y a faire atterrir la Falcon 9. Enfin, il y a lancer des humains. Et aujourd'hui, c'est lancer à coût divisé encore par 10 ou par 100 un lanceur encore plus lourd et encore plus réutilisable qui est donc. On va montrer des images là. Alors avant ça, Mais je t'arrête 30 secondes. vas-y. Euh, Tu as dit le truc important. La vraie vision, c'est pas je vais conquérir l'espace, c'est pas je vais aller sur Mars, c'est pas je vais lancer. Je pense que la vraie vision, c'est je vais faire le lanceur qui va permettre de lancer des trucs dans l'espace pour 10 fois moins cher, 50 fois moins cher, 100 fois moins cher. C'est le, En le... fait, il a une vision de ce que doit être l'humanité, qui est l'humanité doit être multiplanétaire, et ensuite il a une vision un peu plus bas niveau qui va être la façon d'atteindre ça, c'est avant toute chose d'avoir une entreprise commerciale qui réduit le coût du lancement, et après il a encore, tu vois, des degrés de vision vers le bas, et après tu as un objectif de court terme qui est dans les 2, 3, 4, 5 ans, il faut que cette fusée soit en orbite pour qu'on Mhm. ait des clients qui payent, pour qu'on ait un cash flow, et pour qu'on trouve une prochaine étape qui nous Mais, emmène à être l'entreprise qui crée des fusées moins chères que les autres pour qu'on devienne une entreprise, pardon, une humanité multiplanétaire. mais la vraie je pense que la vision, Tu elle est vois cet là. ascenseur C'est créer, voilà, créer des lanceurs. Ouais, c'est la vision, c'est la mission. En fait, c'est leur mission. C'est-à-dire que la vision, c'est la différence entre la vision et la mission. La vision, c'est l'humanité est multiplanétaire et il existe des moyens de se déplacer hors de la planète à moindre coût. Et donc, dans des volumes énormes, parce que, en gros, lui fait son calcul. Il dit pour coloniser Mars, il faut, je sais pas, X millions de tonnes. Donc, ça veut dire 1000 vaisseaux qui font l'aller-retour tous les 2 ans. Donc, ça veut dire qu'il faut créer 1000 vaisseaux. Ça fait tant de moteurs, ça fait tant de carburant, ça fait tant de personnes. Donc, il faut que ça soit tel montant, tu vois. Donc la vision, c'est coloniser l'univers. La mission, c'est il y a une entreprise et elle crée des lanceurs à tel ordre de grandeur de coût et tel ordre de grandeur de quantité. Vision, mission. Je ferais bien le Mais distinguo entre les deux, tu vois. tu vois, enfin, et j'adore enfin, la façon dont tu transcris la démarche de dire là, l'univers, enfin, une société multiplanétaire. Donc, on commence par aller sur Mars. Qu'est-ce qu'il faut pour aller sur Mars? Il faut tant de vaisseaux avec tant de charges utiles, etc. Euh, imagine tu es entrepreneur, tu veux créer une pizzeria et en fait, tu te dis pas, le mec, je suis pas certain qu'ils se disent, ouais, je vais révolutionner le monde de la pizza, je vais apporter la pizza à l'humanité. Je pense que le mec, il se dit, par rapport à mes ambitions en termes de train de vie, je voudrais avoir une pizzeria qui sorte 150 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Mhm. Ouais, c'est une vision qui est plus Et, personnelle, forcément, et sur des. qu'est-ce que je dois mettre? Mais ce qui est intéressant, et un des liens, il est là, c'est tant que tu as une vision qui est de dire, ouais, la civilisation, elle est multiplanétaire, on va coloniser l'univers, etc. Tu fais des bouquins, tu fais des films, éventuellement tu fais des TEDx, c'est super, mais tu fais pas une entreprise. Pour Bah, faire oh, une entreprise, ouais. c'est à partir de ta vision.
Il faut commencer à dire, bon, concrètement, on fait comment? Ouais, et ta mission du coup, qui est la mission, c'est l'entreprise. La vision, c'est l'image du futur que tu souhaites. Mm. Après, il y a deux types de business. Il y a Oussama Ammar dirait le bonheur ou la gloire. Dans mon milieu, on appelle ça un lifestyle business, si tu veux. C'est-à-dire, je veux soutenir tel mode de vie et qu'est-ce que je dois un petit peu rétro-ingénierer, qu'est-ce que je dois Mhm. construire comme business pour soutenir mon mode de vie. Euh, et c'est un peu comme ça que moi je travaille parce que je suis plus du côté du bonheur que de la gloire. Euh, En l'occurrence, Elon Musk, c'est l'exact opposé. Et maintenant, tout ce qui m'intéresse régulièrement, c'est de se dire, ok, je prends. C'est comme n'importe quel sport, tu regardes les meilleurs, et même si tu joues à un niveau ridicule, ça t'empêche pas de regarder les meilleurs à la télé parce que c'est intéressant. Donc je me dis, bah voilà, qu'est-ce que font les plus exceptionnels des gens qui construisent des business. Je t'ai fait un petit diagramme, tu me diras ce Ouais, que tu en penses, qui est justement pour faire le lien entre... Parce que la vision, à quoi elle sert aussi, c'est ça qui m'intéressait, c'est cette question de l'agilité, comme d'hab. Alors on a ce bouquin qui parle de traction, le bouquin s'appelle Traction d'ailleurs, et il parle de la vision et de la traction, et donc aussi d'un duo de personnes qui est le visionnaire et l'intégrateur, on peut en parler après. mhm. Moi ce que j'ai identifié c'est un peu cette intersection entre l'intentionnalité et l'agilité. L'intentionnalité extrême c'est le plan mais qui a ce problème de rigidité, et puis l'agilité extrême peut mener à une action qui est très désorganisée finalement, et voire manque de motivation, et je trouve qu'à l'intersection des deux on trouve cette vision et ensuite une sorte d'adhésion à la vision qui se traduit dans les actes au quotidien, qu'on peut appeler l'attraction, comme le Facebook. Hein. Quand tu m'as montré ça, j'ai tiqué pendant un moment sur le lien entre action sans cohérence et agilité. Euh, le, je suis pas sûr que l'action dénuée de cohérence, on puisse l'associer à l'agilité. Ouais, on pourra l'appeler liberté, liberté dans le sens où tu n'as pas de... Je sais pas, faut trouver un terme qui est peut-être meilleur qu'agilité. Non, Là, j'ai mais mis l'agilité parce que euh, l'action sans cohérence, c'est un truc, on peut rapprocher ça. Tiens, tu vois, ça fait, on retombe sur des histoires de vision et puis aussi de leadership. C'est quoi l'action sans cohérence? C'est le truc qui faisait le buzz il y a 1 an et demi ou 2 ans, c'est les bullshit jobs. Voilà, ça c'est l'action sans cohérence. malheureusement, on leur donne aussi des plans très rigides. Et qui va bien souvent avec le bon vieux command and control euh, qui, ouais, Ouais, c'est de l'action sans cohérence. Bah non, elle est cohérente, mais c'est juste qu'il n'y a pas de vision en face. Ouais, alors, ouais, c'est une autre forme d'action sans vision. Bon, alors du coup, là, on sort de mon diagramme. Je pense qu'on est encore ailleurs. C'est une autre intersection de trop de rigidité et pas de cohérence. Mais là, je pensais plus à l'action pour l'action, c'est-à-dire je me mets dessus et j'y vais. Mhm. Le côté doueur, alors on a plein de Ouais. photos là, je me suis amusé à sortir des photos il y a 2 ans, donc ils ont commencé à nous montrer les mecs qu'ils avaient embauchés au Texas qui font des silos agricoles d'habitude pour souder leurs fusées toutes moches là, tu vois. Donc ça c'était assez rigolo. Et on a eu les mêmes réactions, il n'y avait qu'une tente à l'époque, et donc on a eu les mêmes réactions que quand les gens ont vu Tesla fabriquer ses voitures sous une tente. On a la vidéo là, en partage. Ouais, enfin moi Ouais, je bon, l'ai en tout cas. si tu l'as, tout le monde là, je pense. On a, voilà, ils fabriquent encore aujourd'hui, en 2021, des modèles X, des modèles Y sous la tente. C'est assez ouf. En parallèle, il s'est dit, bon, bah, ma voiture, elle doit être moins chère, plus efficace, plus facile, il y a trop de pièces. Qu'est-ce qu'il Mais fait? Ouais, juste, enfin, petit arrêt sur la tente. qui est Il y même a, pas une il y a tente en vrai, 5 hein, ans, mais oui, enfin, c'est une tente améliorée, on va dire. Mais il y a 5 ans, tu vois, tu disais, mais c'est fou. Aujourd'hui, regarde après un an de crise Covid, ouais. regarde enfin, ben, le regard qu'on peut porter sur l'immobilier de l'entreprise. Mhm. Euh, enfin, et si tu. Moi, je suis confronté à ça là, en ce moment. C'est un sujet de prospective à court terme. C'est voilà, si je dois installer une boîte en France, euh, où est-ce que je me mets? Est-ce que je me mets chez moi? Est-ce que je commence par louer des locaux avec un bail 369? Est-ce que je vais dans un hôtel d'entreprise? Euh, Auragus. ben, un Régus, ouais, voilà, ouais.
WeWork, Ah, WeWork. le, le- la tente, c'est pas mal. C'est pas mal. La tente, c'est pas mal, et figure-toi qu'ils ont appris des choses avec cette tente. Alors, je me rappelle avoir lu des gens, Tesla a des shorts, des ennemis, on pourrait dire, très agressifs, des gens qui détestent Tesla pour des raisons probablement viscérales, et qui parient contre Tesla en bourse. Et donc, ces gens-là sont à fond, et je les ai vus écrire, un d'entre eux qui était un des plus visibles, qui a perdu tout son argent d'ailleurs, il avait écrit, j'ai su que c'était vraiment n'importe quoi quand ils ont commencé à être dans l'attente. J'ai dit, ok, là c'est bon, ils sont foutus. J'ai encore doublé mes shorts. Bon, depuis, il a plus de sous. Et figure-toi qu'ils ont appris des choses avec cette tente. Si tu vois ici toutes les baies, bah, c'est du textile, donc c'est facile de mettre des baies. Ils se sont dit, on va mettre des baies tout le long de la chaîne de montage, après tout. En ligne, c'est la base, tu essayes de te Mhm. mettre au bord. Et donc lui, il a dit, bah, on a une tente, on a qu'à mettre des camions, tu vois. L'usine qui est à côté, ils l'ont racheté à Ford et Toyota, qui avait un joint venture, donc ils n'ont pas pu faire ça. Mais là, ils avaient une tente, ils pouvaient. Résultat, maintenant, ils ont fait 3 autres usines, une en Chine qui fonctionne, je n'avais pas ouvert la photo, une en Allemagne qui est en cours de fabrication, une au Texas qui est en cours de fabrication. Les 3 usines ont des baies tout le long de la chaîne de montage. Euh, Ils ont appris ça avec la tente. Mais pour d'autres, la tente, c'est des clowns, c'est sûr, ils sont foutus. Un autre truc rigolo, là, tant qu'on est sur cette vidéo, on voit leur presse après. Le mec se demande comment on fait une voiture encore moins chère, encore plus efficace, etc. Et il a une petite voiture sur son bureau. Il la regarde, il fait, c'est injecté ça. Il se dit, mais pourquoi on les injecte pas les voitures? Et voilà, maintenant ils injectent toute la partie arrière. Il y avait 70 pièces, maintenant il y a une pièce injectée. Et au C'est, passage, c'est en plein air. et c'est, tu sais, cette histoire de l'injection, c'est super rigolo parce que alors, euh, c'est, c'est, c'est en fait, c'est un aboutissement. C'est-à-dire que arriver à injecter ces pièces-là pour encore pousser la baisse du prix, pousser l'industrialisation, c'est un aboutissement. Si tu prends le process habituel pour faire des bagnoles, c'est l'exact opposé. C'est-à-dire tu commences par faire des pièces moulées pas chères sur du prototypage avec du matériau simple pour approcher ton concept. Puis une fois que tu commences à avoir du volume derrière, tu peux aller sur de la tôle ou sur de l'alu. Ils ont Et mieux que ça, complètement dans renversé le truc. l'automobile moderne, tu as 12 matériaux différents parce que chaque partie a une contrainte différente et maintenant on peut assembler. Et donc Tesla avait été tellement loin là-dedans avec les consultants machin qu'ils avaient fait 70 pièces pour la partie arrière. Ils avaient été beaucoup trop loin, ils s'étaient rendus fous. Et donc, bah, toujours avec cet esprit Elon Musk, au lieu de se dire, bon, bah, on s'est fait chier à mettre ces 70 pièces, on va les garder. Non, le mec s'est dit, vas-y, j'ai un jouet injecté, pourquoi je peux pas injecter ma voiture? Et le plus drôle là-dedans, c'est que donc ce consultant, je t'en avais parlé, Sandy Munro, Ouais. qui s'est fait pas mal connaître en parlant autour de Tesla, qui a même interviewé Elon Musk récemment, il avait, lui, un proto injecté dans son atelier. Il a ça depuis 20 ans et tous les mecs sont venus dans son atelier pour autre chose. Il leur a dit, vous avez vu, ça c'est pas mal. Et les mecs font, ah, ah, ah. Et voilà. Donc c'est assez rigolo. Le... Mais prends ça pour revenir à notre histoire de vision. Euh, tu disais tout à l'heure qu'est-ce que c'est que ça? Vas-y, Fatboy continue. Slim. Continue. Très bon album, très bon album. Non, à mi-chemin entre le caniveau et les étoiles, tu vois. Donc Ouais. la vision, c'est je vais dans les étoiles. Et puis après, tu as la réalité du terrain. On vient de voir cette usine qui fume là, qui est toute grasse. Donc c'est ça Il y a finalement pire, hein. l'entreprise. C'est à mi-chemin entre les deux. Tu es toujours en train de rêver aux étoiles que tu vas atteindre un jour aspirationnel. Mais tu as les mains dans le cambouis au quotidien. Qu'est-ce que tu allais dire? Le, le- comment tu construis la vision dans une entreprise? Alors, je sais que toi, tu es assez partisan d'une approche très, très autocratique et avec un leader visionnaire pour éviter la dilution dans le comité. Moi, si tu veux, Oui et non, hein, ça reste contextuel, donc on parle régulièrement dans un contexte particulier sur des sujets particuliers. Ça dépend quand même du type de boîte, c'est vrai qu'un groupe d'avocats, mais même pareil. Bref, vas-y, continue. non, après, c'est un vrai sujet de leadership.
Ça, je t'enlève pas ça. On retombe sur une discussion qu'on a souvent, c'est le distinguo entre la PME et la start-up. Mhm. On tourne autour de ce sujet-là de temps en temps. Euh, le truc, le truc essentiel qui distingue une start-up de n'importe quelle autre boîte, c'est que par définition, enfin, dans start-up, il y a start. Tout le monde pense à up, mais en fait, il y a surtout start. C'est que par définition, c'est un truc que tu démarres de zéro. Donc, tu regardes une start-up, tu regardes un objet, tu regardes un corps social qui a comme particularité de ne pas avoir d'histoire Mhm. ou de n'avoir pour histoire que celle que un, deux ou trois co-founders ont décidé d'écrire sur un temps extrêmement court. C'est ce qui fait sa force, hein, parce qu'elle Ça, elle a ça, plein de faiblesses par ailleurs. Donc elle a ça, rien à perdre, tout à gagner, et elle est créée ex nihilo, donc elle n'a que de la potentialité. ça facilite vachement les choses. Moi, Et la startup nous apprend à l'ensemble des acteurs des choses grâce à ça, puisqu'elle peut tester tout et n'importe quoi. Donc ce qu'on va apprendre, c'est qui est mort, qui a vécu, et ça va apporter, ça va nourrir des potentialités pour les boîtes qui existaient déjà, tu vois, et ouais, qui mais pourront s'approprier ce qu'ils auront vu dans la startup. alors, le sujet aujourd'hui, c'est comment, sur une boîte existante, avec son histoire, avec son parcours, avec ses équipes en place, hein, que ce soit une boîte de 20, 30 personnes ou une boîte de 500 ou 1000 personnes. Ouais. euh, Imagine-toi, voilà, t'es dans une PME de 100 personnes, tu veux démarrer, tu te dis, bon, on tourne en rond, on grossit gentiment, mais on a compris que c'était croître ou mourir, donc il va falloir que le rythme s'accélère. On voit toutes les startups, là, on entend parler de toutes les startups sur LinkedIn. On voudrait bien se la raconter pareil. Il n'y a pas de raison. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, chef, on va faire vision, mission, on va voir, ça va être super. Et là, effectivement, tu commences à faire des comités, puis tu as un truc qui se dilue, et tu arrives à un gros gloubi-boulga. Est-ce que tu penses qu'on peut définir une mission, une vision, pardon, qu'on peut porter une vision qui tiennent compte d'un historique ou c'est forcément quelque chose qui se crée ex nihilo? Non, non, je pense que tu peux carrément. Alors, attends, t'as servi des centaines de clients au fil des années, des décennies, t'as forcément quelque chose à dire. Mais par contre, il y a une pépite. Je pense que c'est une histoire de pépite. Et une pépite, par définition, elle est un peu planquée, elle est au milieu de la boue. Et, et à un moment, tu vas devoir tamiser, quoi. Il va rester la pépite, mais tu vas devoir jeter la boue. Sinon, tu sauras pas que t'es une pépite. Et personne ne le saura. C'est le, c'est, alors, j'allais dire pour revenir à notre discussion de tout à l'heure, c'est un des trucs que j'oppose au why. En fait, je l'oppose pas. C'est de regarder ça sous un angle un peu différent. Moi, je dis souvent, quand j'ai une équipe, quand je prends un nouveau poste avec une nouvelle équipe, j'aime bien demander aux gens de quoi ils sont fiers, de quoi on est fier, qu'est-ce qu'on fait Ouais, bien dans cette boîte. Parce que tu sais, tu as un exactement, c'est ça. raisonnement, t'as un raisonnement souvent on se dit, ouais, on va, bon, t'arrives, t'es nouveau, tu dis, qu'est-ce qui va pas? Je voudrais Ouais. vous aider, je suis super bienveillant, je voudrais vous aider, dites-moi ce qui va pas. Je vais la noter. Encore Drucker, bouge pas. Il en a une autre sur personne devrait être manager s'il se concentre sur les faiblesses des gens plutôt que sur leurs forces. Et voilà, et ben exactement. Et ça, c'est un truc, j'ai... Alors, je suis content parce que je l'ai appris tout seul. Je m'en suis rendu compte tout seul. Avec du recul, je me dis, si on m'avait donné le tuyau plus tôt, j'aurais, j'aurais Toujours gagné, lire Drucker. j'aurais gagné Tu du gagnes 10 temps. ans à chaque fois. Ouais. Mais c'est exactement ça. Quand tu cherches quelles sont les forces, commence par regarder de quoi on est fier, qu'est-ce qu'on fait Ouais. bien. C'est un bon moyen d'aller chercher.
euh, de chercher, enfin, de formuler une vision sans prendre le risque de la dilution. Mm. J'ai Euh, fait le jeu il y a quelques temps, l'an dernier, un peu avant. On a un peu reformalisé tout ce qu'on fait. Nous, on avait écrit Vision, la totale, en 2013, en préparant notre lancement, donc Chantisha et moi, à deux. Et, euh, et récemment, on s'est dit, bon, là, on commence à avoir un début d'équipe, on a onboardé tout le monde à l'arrache, personne n'a aucune idée de ce qu'on a comme valeur, vision, etc. Vision, en plus, c'était même pas clair, mais disons, les valeurs n'ont pas trop bougé, par contre. Et donc, pour les valeurs, j'ai fait ça, j'ai écrit à tout le monde en disant, bah, bon, vous êtes arrivé là-dedans, vous nous avez vu faire. Qu'est-ce que vous trouvez qu'on fait un peu différemment d'ailleurs? Qu'est-ce qui vous paraît peut-être mieux, différent, spécial. Et donc chacun m'a envoyé des trucs plus ou moins alignés avec ce que moi j'avais en tête. Mais c'était intéressant de l'avoir de l'extérieur. À un moment, quand ça tombe juste, tu dis ah ouais, ça se voit quand même. C'est pas de la blague. Ça fait plaisir. mm, Et j'ai retenu aussi, c'est Gambato qui disait ça dans son Génération Do It Yourself. Je sais plus oui, s'il l'avait chopé ailleurs. Il disait la culture, c'est des choses qui doivent choquer quand les gens arrivent. ouais, Tu vois, t'onboardes les ouais. gens, le coup de la table de Bezos que Oussama répète tout le temps, la table chez Amazon qui était faite avec un morceau de porte, t'arrives, tu vois un truc, tu dis mais pourquoi c'est comme ça, c'est pas comme Ouais. ça ailleurs. Eh ben oui, maintenant t'es chez SpaceX, maintenant t'es chez Amazon, maintenant t'es chez Germinal, maintenant t'es chez Puppy Jico. Et ici on fait ça comme C'est ça parce qu'on est des tarés, parce qu'on pense qu'il faut et on est prêt à tout sacrifier pour ça. Et là t'as un début de culture qui se crée. Mais c'est un génération do it yourself qui doit durer 3 heures et demie. Ouais, il est assez long, ouais. C'est une Et qu'ils ont épreuve. fait deux fois parce que Ouais, il s'était planté de micro. oups. Et il y a 5 minutes sur la culture qui sont, et c'est exactement ce que tu viens de dire, qui sont topissimes. Mais Et tu sais quoi, je viens de à- refaire mon onboarding et les 3 premiers jours, j'ai mis 3 exercices, un exercice par valeur. Et je suis très content de mon truc, on va voir ce que ça donne. Et je fais même qu'est-ce pareil quand j'onboard des clients maintenant. comment tu lis vision et culture? Parce que Ah bah, la c'est deux culture vient de choses la vision. différentes. Alors, je l'ai lu tout le week-end en lisant cette histoire de SpaceX, c'est vraiment ça, quoi. Alors, j'ai un truc qui s'appelle Rocket Fuel qui est sur le visionnaire et l'intégrateur, qui n'est pas sur les fusées, contrairement à celui-là. Et tu vois, à la fin du livre, tout le monde est là. Il y a l'interview de chacun des personnages du livre. Le livre est pas trop focus sur Elon Musk et tout le monde dit mais j'ai pas jamais vu un mec autant à fond sur la vision. S'il n'y avait pas eu la vision, ça n'aurait pas, les gens n'auraient jamais sacrifié 10 ans de leur vie pour aller dormir en plein air sur une île à 6000 à 6000 km, 6000 miles même. Euh, il nous a facilité la vie, il nous donnait une vision, il tranchait les décisions rapidement parce qu'il savait, il avait la vision. Mais ça ne marche que parce qu'il y a aussi la traction en face de la vision. Il y a les mains dans le cambouis. Elon, il est dans les réunions d'ingénierie, dans les réunions de design. Il est là jour et nuit. Il fait le job aussi, tu vois. Et il peut avoir une conversation d'ingénieur à ingénieur. Ce qui est assez unique. Il est là, il est resté 20 ans. Il est là depuis 20 ans. Et il est toujours dans la boîte. Donc la vision toute seule, c'est difficile. Tu vois ce que fait Bezos en face, ça va 10 fois moins vite. Parce que les gens se sacrifient moins. Et donc la culture, c'est ça. C'est pourquoi tout le monde dans la Est-ce boîte que sait où ils vont et ils sont prêts à faire ce qu'il y a à faire parce qu'ils sont convaincus que ça le mérite. Voilà. bon, enfin, c'est peut-être pas le sujet, mais quand tu dis Amazon va 10 fois moins Non, vite, je pas sais pas. Amazon, Blue Origin. Blue Origin. Ah, d'accord, ok. Ah oui, pardon, autant Non, pour je moi. compare les fusées et les fusées. Ouais, Blue mais en Origin, fait, ça a été fondé il y a 20 ans aussi. Ça a été fondé quasiment juste après SpaceX. mais c'est pour le coup, c'est pas un problème de vision, c'est un problème de leadership. C'est il y en Alors a. c'est ce que j'ai dit. J'ai pas dit que c'est qu'il manquait de vision. J'ai dit que lui était visionnaire. Bezos est tout aussi visionnaire. Par contre, il est pas sur le terrain à parler d'ingénieur à ingénieur, à être là jour et nuit. Il s'est pas dédié comme Musk. Bezos l'a Ouais, dit. parce J'ai que eu lui, ma... parce qu'il Il fait a autre dit chose, quoi. ouais, il a dit mais Elon Musk fait autre chose aussi. Il faisait Tesla en même temps. Mais Bezos l'a dit. J'ai eu ma phase startup. J'ai bien bossé au début. Maintenant, j'ai une vie. Je veux ma work-life balance. Contrairement à Elon Musk qui a zéro work-life balance. Donc c'est pour ça que je dis, il y a la vision, mais il faut qu'il y ait la traction en face. Bezos, il a que la vision, et tu vois que ça lui coûte beaucoup plus cher. Ça va coûter 10 fois plus cher que SpaceX pour arriver pas aussi loin. Mhm. Et alors justement, D'où les deux ronds, tu vois. le-
Qu'est-ce qui vient avant, tu sais, c'est l'histoire de l'œuf et de la poule. C'est la culture ou la vision? Ah bah non, c'est la vision. T'es sûr? Oui. Bon, ok, Non, d'accord. mais bien sûr que après tu peux, ta vision peut évoluer et elle évoluera via ta culture, mais toujours pareil, on parle. Ok, dans une startup c'est la vision, dans une PME c'est la culture. Ouais, tiens, oui, Dans le sens, si la PME a été créée sans vision, ce qui peut arriver, elle a survécu malgré tout, ça veut dire qu'elle a une culture. Il y a toujours une culture. Tu as une boîte qui est là depuis un mhm, certain temps. Si tu changes, il y a forcément une culture. Tu as un ensemble d'êtres humains qui vit ensemble, qui fait quelque chose ensemble. Ça fonctionne mhm. suffisamment pour être là depuis 20 ans. Donc il y a une culture. S'il n'y a pas de vision claire, ça veut dire que la vision est cachée. On parlait de pépites tout à l'heure. Euh, mais la culture est là. Donc là, c'est quelque part la culture. Dans la culture, il faut trouver la pépite. Qu'est-ce qui, dans cette culture, est une pépite et a une valeur particulière et dit quelque chose du futur? Parce que la vision, c'est quand même une image du futur. Et une fois que tu as trouvé ça, ta vision, du coup, vient de ta culture. Ça me fait penser à une discussion que tu avais avec Roselito il y a quelque temps au sujet de la marque. Et j'ai bien aimé la discussion sur toutes ces PME qui n'ont pas de marque. Mm. Alors, fidèle à ton habitude, tu avais une approche un petit peu radicale. Voilà, une Je fais, boîte qui n'a pas enfin, de marque, elle n'existe pas. Euh, pas de marque, t'as pas de business. et pourtant, il y a plein de PME qui font leur business sans qu'il y ait une marque reconnue. Mais je te concède ça volontiers. On est sur des petites échelles, on est sur de la niche. Et en fait, la L'exemple marque, elle est typique, ouais, l'exemple typique, c'est la surtraitance. Ça s'est vu dans Hum, des secteurs qui sont aujourd'hui bien connus. Et évidemment, comme d'habitude, on va dire oui, mais pas nous. Mais toute l'histoire de la transition numérique et de l'évolution économique en général, c'est oui, mais pas nous, jusqu'au jour où c'est toi. Donc, hum, les exemples que j'ai en tête, c'est l'hôtellerie. Quand tu es hum. surtraitant de Booking.com, bah, c'est que tu n'avais pas de marque. Tes 30% de marge, elles partent chez Booking. Tant pis pour toi. Tu vas payer tes salariés, tu vas peut-être te payer un salaire à toi. Compte pas sur les dividendes, ils sont pour Booking. Voilà, donc là, tu n'avais pas de marque, Booking a une marque, tu as compris ta douleur. Euh, et, et- et d'ailleurs, oui, voilà, Accor a une marque. Voilà. Accor, Et, c'est une marque. et pourtant, Accor a très peur d'Airbnb, parce qu'Airbnb est une meilleure marque qu'Accor. Mais Accor a des marques, ils n'ont pas une Mhm. marque. Et Méliès est-ce et que Accor. est-ce que c'est pas une approche intéressante quand tu es une PME, euh, j'allais dire B2B, mais en fait non, ça veut rien dire que ce soit B2B ou B2C, c'est un peu la même chose, c'est pas le problème. PME sur un marché de niche ou guère plus gros. Euh, est-ce qu'il vaut pas mieux investir dans un travail sur la marque plutôt que sur la vision, ou est-ce que Ça va il ensemble. faut, Comment tu il fais une marque faut sans vision? donc tu développes ta vision, ou tu descends à la mine, tu vas creuser jusqu'à ce que tu trouves la pépite qui va te permettre de formuler ta vision autour de cette pépite, et à partir de là, tu peux créer une marque. Ouais, c'est ce que j'essayais de dire à José Lito l'autre jour sur la marque, mais j'ai été moins clair que ce que tu viens de faire. Il me dit, mais comment tu commences à faire une marque le jour où tu es convaincu dans une PME? Bah, j'ai dit, tu regardes qui tu es. Et, Mm. et ton exercice est le meilleur, en fait, je pense. Je ne l'ai pas formulé aussi bien l'autre jour. C'est, comme tu as dit, de quoi on est fier. Euh, alors, il faut que tu en sois fier et puis il faut que ça s'achète quand même. Ah, alors, Et juste, je fais juste ouais, je vous montre une boîte. Si tu ouais, penses, parce que tu as dit PME B2B, donc tu vois mon exemple de Booking.com. Voilà, je vous laisse regarder la fragmentation du marché du transport en France. C'est que des boîtes familiales avec 2 à 10 camions. Ok, donc toutes ces boîtes-là, c'est tous les hôtels 3 étoiles qui laissent 30% à Booking aujourd'hui. Dans 10 ans, ils laisseront 30% à Fretlink. mm. Alors, ça, Toute c'est proportion une gardée. branche de l'alternative qui commence à se dessiner.
Parce que historiquement, le modèle, c'est t'es un hôtel 3 étoiles, un petit familial indépendant, tu vas finir par te faire racheter par Accor et tu deviendras gérant. Mhm. Et tu es un petit transporteur familial avec 10 camions, tu vas te faire racheter par un des majors du secteur qui concentre et qui consolide les secteurs atomisés. Ce qui revient un Historiquement, peu au même, c'est-à-dire que à cette époque, à l'époque que tu décris, c'était comment dire, c'était les opérations qui gouvernaient, c'était les années à partir quand on a découvert les vertus du toyotisme, plus l'informatisation, plus les consultants, donc des années 80 jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'à il y a 10 ans, c'était la vague où c'est les opérations qui ont fait tous les relais de croissance. Maintenant, depuis qu'on a vu Amazon, qui a été fondé justement sur la fin de cette vague-là et qui aujourd'hui donne toute la mesure de sa puissance, on a compris, maintenant on a Airbnb, on a Uber, etc. Et tu vois que tous les gros succès aujourd'hui se font sur la marque, sur la relation avec la multitude, coucou Nicolas Collin, donc c'est-à-dire avec le client final, et donc sans les actifs physiques et opérationnels qu'il y avait à l'époque. Donc avec un petit Airbnb et bémol Booking n'ont pas de concernant, chambre, n'ont pas de chambre à eux. avec, Uber n'a pas de avec, voiture, ouais, avec un petit bémol concernant Amazon, toujours un Amazon peu. étant pour moi une boîte qui est hyper techno. Il y Oui, a, ils ont énormément d'opérations, mais par contre, voilà, ils ont ça parce qu'ils en ont besoin, si tu veux, pour faire leur marche sur la partie tech. Mais si tu regardes bien, en fait, Colin a fait un incroyable schéma pour décrire le système de la valeur d'Amazon, et je pense qu'il a pas mal raison. Qui suis-je pour dire le contraire? Il a, il a fait ce schéma et tu te rends compte qu'en fait, tout ça, c'est là. Par exemple, Amazon a ses propres transporteurs, enfin son propre système de transport. C'est pas parce que les transporteurs sont moins chers, au contraire, plus chers, pardon. Les transporteurs lui reviennent moins chers parce qu'il peut leur mettre la pression, les mecs taillent dans leur marge, ils sont à marge négative un mois sur deux, il faut qu'ils survivent. Il le met en interne parce que c'est la seule façon de garder heureuse la multitude avec qui il s'interface. Mais la valeur, elle provient de tout le travail gratuit de la multitude, que ce soit les reviews clients, les algorithmes qui peuvent prédire ce que tu vas racheter, etc. La valeur, elle est là en fait. Et ce sera pareil avec Tesla. La valeur aujourd'hui, elle n'est pas dans le fait que leur usine fait de l'injection ou pas. Elle est dans le fait qu'il y a 1 million de voitures avec des gens qui conduisent et qui interviennent. Et que chaque fois qu'ils interviennent, ils expliquent à la voiture que ça, il fallait pas faire. euh, et, et d'ailleurs, c'est quand tu dis ça, il y a un truc, alors c'est une digression, c'est un sujet qui m'intéresse aussi en ce moment. Euh, Tu te rends compte que la valeur qu'apporte Tesla est totalement indépendante du choix énergétique qui peut être fait. C'est-à-dire que la valeur apportée par Tesla aujourd'hui, qui est liée à cette communauté d'utilisateurs, qui crée de la donnée et qui permet d'améliorer le produit vers une logique de conduite autonome avec zéro incident, zéro exception, euh, c'est complètement indépendant du sujet de l'énergie. Parce que après, quand tu discutes de Tesla, le problème C'est autour pas de Tesla, complètement c'est que indépendant. Je dirais que c'est largement indépendant, mais ça ne l'est pas complètement. Mais bon, c'est un peu marginal. Mais note que cet effort-là, cette valeur-là, elle n'est pas réalisée aujourd'hui. C'est une valeur qui sera réalisée dans le meilleur des cas d'ici un an et probablement un peu plus. Et donc ça veut dire qu'en attendant, ils ont dû créer plein d'autres types de valeurs plus classiques pour aller sur ce chemin. Et en plus, leur vision de fond, elle n'est pas dans la conduite autonome, elle est quand même sur la décarbonation du transport et de l'énergie. Donc, ouais, c'est ce qui. Et là, on est au et c'est une mieux. vraie vision. C'est-à-dire que c'est un mec qui, quand il faisait ses études, se disait c'est pas normal que les voitures soient encore carbonées. Donc c'est même pas pour faire plaisir sur le site internet. C'est la personne qui a fondé le truc et qui a mis son argent perso dedans, elle l'a mise pour ça. Et ça, je pense pas que ce soit du flan, hein. Non, enfin, après, j'allais dire, c'est un débat philosophique. Non, ça a rien de philosophique. C'est quel est le bilan carbone d'une Tesla qui Ah oui, roule non, c'est avec un de autre l'électrique. sujet. Donc, bon, là, Voilà. si Bon, bon, il y a des études, je vous laisse les lire. La réponse est accessible et en plus, elle continuera à aller dans le bon sens. ouais. C'est un autre sujet. J'arrête de faire l'avocat du diable. Mais je reviens sur l'histoire de la vision et où on peut commencer pour aller creuser, chercher la pépite au fond de la mine par se dire de quoi on est fier. Euh,
Alors évidemment, la question, elle ne suffit pas. La question de quoi on est fier, c'est rigolo de la décliner. Une façon de la décliner, c'est de dire est-ce que tu es, dans une boîte, alors de quoi tu es fier, qu'est-ce que tu as fait ces derniers temps où tu te dis bah, on a fait mieux que les autres et on est content de l'avoir fait. Puis il y a une autre question, c'est est-ce que tu achètes nos produits ou est-ce que tu achèterais nos produits Ouais, si tu étais concerné. Est-ce que tu recommanderais à ta famille d'acheter nos produits ou à encore tes mieux. potes d'acheter nos produits? Euh, Moi, il y a quelques temps, je suis passé dans une entreprise euh, sur un secteur de marché qui vendait des produits autant en B2B qu'en B2C. Et, euh, et en fait, c'était rigolo. Il y avait une quarantaine de personnes. Bon, c'était une boîte qui était dans une situation difficile. Le contexte était pas simple. C'était pas rigolo. Mais c'était très intéressant de regarder une chose, c'est qu'il y avait une moitié des gens où clairement tu sentais, alors qu'ils pouvaient tout à fait être clients, tu sentais qu'ils n'allaient pas acheter dans leur propre boîte. Mais c'était même pas une question. Le fait même qu'on leur demande s'ils imagineraient acheter dans la boîte pour laquelle ils C'est presque travaillent, absurde, quoi. c'était une question choquante. Je te jure, le truc était Carrément, lunaire. ouais. Euh, C'est et, chaud. et par contre, tu avais quelques autres personnes où, alors non seulement ils auraient acheté, mais en plus, c'était amusant parce que toute leur famille était client de la boîte. Donc il y en avait Euh, quand même. Mais pourquoi cette différence incroyable? et bah parce que tu avais des gens qui en avaient plus rien à faire, qui y croyaient plus, Mm. et puis d'autres qui étaient réellement fiers de ce qu'ils faisaient. Et Mm. quand tu faisais la différence, quand tu te concentrais sur les gens qui étaient fiers de ce qu'ils faisaient, et bah, tu trouvais la pépite. Et dans une boîte qui était en mauvais état, qui n'avait pas forcément un avenir très brillant devant elle, en tout cas, il fallait faire un gros effort d'imagination. Euh, tu te disais, ben voilà, les trucs actionnables, ils sont là. Si je veux essayer de progresser, voilà les personnes sur qui je peux m'appuyer, voilà les compétences sur lesquelles je peux m'appuyer, Mm. voilà une expertise qu'on va pouvoir mettre en avant. Je me rappelle quand j'étais en stage chez Petzel il y a fort longtemps, et c'est vrai que c'était presque émouvant même pas presque. Tu sentais qu'il y avait un truc dans cette boîte, et je pense pas que tout le monde allait te sortir mission, vision, valeur sur demande dans la boîte d'ailleurs. Mais par contre, la pépite était tellement visible, que ça transpirait, quoi. Et Je sais pas, il y a quoi? C'est 150 personnes, Petzel, non? Ou un peu plus, un petit peu total plus? 250 sur le site de Crawl, un peu moins. Euh, Et ouais, peut-être 150 à Crawl, ouais. alors, moi, Tu vas dans l'usine, tout le monde bosse. Et eux, c'est simple. La mission, c'est que le mec est accroché à 40 mètres du sol, il tombe pas. Et tu vois, les gens, ils bossent. Le contrôle qualité, c'est impeccable, c'est mais, rangé. Les mecs dans les bureaux ont tous des têtes de sportifs. Tu sens que, ah, ça y est, c'est la vente des piolets. Hop, je vais pouvoir avoir mon piolet c'est à parce moitié que, prix. Ce week-end, mais, ça va être la mais, cascade. eh ben, regarde, Petzel, Decathlon, même combat. Le, Bah, même le, Decathlon. Ouais, alors c'est vrai que j'ai le, connu les gens le qui mec, bossaient chez Decathlon. Pour le coup, ils étaient. L'ambiance était pas cool, donc je pense que les designers sont contents, mais même eux étaient chefs de produit. La pression du retail, si tu veux, les rend un peu fatigués. Les gens qui sont au design center, j'y suis passé 2 fois en 15 jours chez Decathlon et deux à fois Domancy là ou... deux super expériences clients. Ah, en tant que client, en tant que client. Ouais, ouais. Ah oui, oui, là, Enfin, c'est une mais super boîte qui fait du super boulot. Après, c'est vrai que les gens en interne sont un petit peu fatigués, je pense, parce que c'est un peu hard et c'est peut-être un peu moins inspirant parce que bah ouais, c'est le retail, c'est la grande distrib. T'as le chiffre en face, quoi. hmm. Donc le résultat est impressionnant. Tu sens que les gens sont peut-être un peu moins fans, en tout cas une partie d'entre eux. Je pense que ça dépend des métiers aussi, hein, mais les designers sont un peu plus contents. Alors, je rebondis, mais l'exemple de Petzel, bah, c'est le cas de figure type où tu as une boîte, c'est une boîte de passionnés. Tu es Ouais. sur un marché de niche,
qui a été créé par des gens, c'est l'exemple que tu donnes. Bah, Voilà, le Monsieur baudrier, Petzel, il est là, il est spéléologue, il est voilà. assis par terre à côté parce qu'il n'y a pas de chaise. Donc t'as le mec, le designer qui est sur son ordi, t'as Monsieur Petzel qui est assis par terre à côté de lui, qui a plus de fonction de direction vraiment d'ailleurs, mais en tout cas qui en avait plus trop à l'époque. Je crois même qu'il est complètement retraité aujourd'hui. Et tu as utilisé un autre mot, c'est la notion de fan. Ouais. Et c'est un autre super indicateur. Euh, On parlait de produits dérivés avec José Lito. oui, 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 c'était top ça. Et ben justement, alors moi j'ai connu ça, j'ai eu la chance pendant 10 ans de bosser dans une boîte euh, qui avait développé ce concept au niveau marketing, enfin qui l'avait développé, ils n'ont pas inventé le truc, mais ils l'ont Ils récupéré ont inventé le produit intelligemment. dérivé. Et alors ils faisaient un petit peu de produits dérivés, et en fait c'est rigolo, parce que c'était une société, on avait des goodies Ouais. comme n'importe quelle boîte. Et il y avait le service marketing au siège qui était plutôt pas mal, même plutôt très bon en fait, faut dire ce qui est, et qui faisait des goodies bien, Cali quoi. des goodies quali et des goodies alignés avec ce qui est la boîte. Et, euh, et alors moi, j'ai jamais été très très fan des goodies, et là, bah, j'avais des clients qui me demandaient, qui voulaient le parapluie, qui voulaient le truc, parce que on avait des choses bien. Et ça, tu as entièrement raison, c'est un des signes d'une boîte qui est capable d'avoir des fans. Et moi, j'ai gardé ça de cette époque-là. Et quand je réfléchis à une approche sur la vision, euh, un un des bouts d'ADN de la vision, un des éléments qui doit constituer la vision, c'est à un moment d'être capable de développer une communauté Ouais. et faire en sorte que Ou au moins une autour de... adhésion, quoi. Même si t'as pas Voilà. une communauté très matérialisée. Alors, je vois tout de suite tout le monde qui va me dire oui, bah en B2B, nous on fait des machines, gna gna gna. Bah, venez voir ma famille côté belle famille agricole. Vous allez voir s'ils ont pas des jouets, des t-shirts John Deere de partout pour les enfants et dans les vitrines. Tu prends Et n'importe John Deere quelle qui a inventé famille. le marketing de contenu au 19e siècle au passage, avec le Sillon magazine à destination des agriculteurs, Alors, John édité Deere, gratuitement par John Deere. ouais, le magazine John Deere, c'est Roselito qui m'avait montré ça. Alors, je connaissais pas parce que moi, ma grand-mère bossait chez McCormick. Et souvent, en fait, voilà. Il Est-ce y que a une tu rivalité toujours. est-ce que t'es John Deere ou McCormick? Et, mais c'est vrai que les gens ne comprennent pas ça. Enfin, quand tu parles de fans, de communauté, tu vois toujours les grosses marques B2C. Tiens, d'ailleurs, tu me parlais de Vision tout à l'heure, Vision, Mission. Euh, je l'avais passé à Roselito il y a quelques temps. J'avais trouvé, je ne sais plus où, enfin sur LinkedIn évidemment, euh, le mission statement de Nike, Ouais. mais qui datait de 1981. Le truc, c'est taper à la machine en caractère courrier. Euh, et, et, effectivement, tu lis ça et tu comprends pourquoi ils sont toujours là aujourd'hui, quoi. Tu C'est l'as en tête? pardon? Tu l'as en tête? Non, je l'ai pas en tête. Il faut que je vais te le repasser. Je te le renvoie. Je vais te le Aucune retrouver. préparation. Eh ben, on mettra le lien en dessous. Bah oui, mais attends. Faudra qu'on invite Kimono un jour, tu vois, où il se prétend culture designer. Alors, est-ce qu'on peut designer une culture, c'est-à-dire la créer à dessin de zéro? Bah, c'est un peu tout ce qu'on vient de se dire. Alors, probablement que oui, mais Ouais. à partir de l'existant. Et je pense que eux ont un petit peu standardisé des méthodes de recherche pour trouver cette pépite. Alors, ils feront pas de miracle, mais ils font leur boulot. Et mais attends, ouais, faudra que je vais te retrouver Alors, le fais pas truc ça en de live. Nike. Ouais, Qu'on non, laisse conclue tomber. proprement. Alors, il y a un dernier point aussi. Alors, nous, on utilise un système d'un petit livre bien pratique qui s'appelle Traction et ils ont d'autres bouquins. Et donc, eux, ils pensent qu'il faut un duo. Alors, plutôt sur de la petite PME, ils travaillent. J'aime bien leur structure, donc on l'utilise pas mal. C'est simple et ça te met dans ouais, quelque chose de plus structuré et de comprendre ce qu'il y a de spécial chez toi. Et donc eux ont ce duo visionnaire-intégrateur et disent bah, souvent la personne qui fait bien le visionnaire fait assez mal l'intégrateur. Et donc ce qu'ils appellent l'intégrateur, c'est la personne qui va aligner tout le monde dans la boîte. Il commence à faire nuit chez moi.
c'est la personne qui va aligner tout le monde dans la boîte, qui ne sera pas forcément la plus aimée pour le coup, mais bon, qui va recevoir la valeur et puis la transcrire en action au quotidien en fouettant tout le monde, en prenant les décisions. Et aussi, il y a cet effet de filtre, c'est-à-dire que la culture, c'est quoi? C'est quand même qui tu gardes, qui tu vires, qui tu promeus. Et donc, il y a quand même ce boulot de savoir dire non, ça, c'est pas la vision, non, ça, c'est pas nous, non, ça, c'est pas nos valeurs. Et puis, toi, je suis désolé, mais il n'y a pas de fit, tu vas devoir nous laisser. Euh, C'est avec toi qu'on avait parlé du Brilliant Asshole. euh, je sais pas, peut-être. Je sais plus, le Mais oui, connard le Brilliant brillant. Assault, alors Ouais. si c'est pas l'image de ta boîte, et la plupart des boîtes, il y a peut-être quelques boîtes qui peuvent travailler avec des Brilliant Assault, j'en sais rien, ça peut devenir une image de marque. Mais bon, c'est pas pour tout le monde. Mais au-delà de même ça, mettons que t'as pas besoin d'être un asshole pour pas être aligné avec une boîte en Oui. particulier. Et Mais moi, enfin, cette histoire d'alignement, c'est un truc qui m'est cher parce que bah, c'est le contexte dans lequel j'ai commencé vraiment à travailler sur ces notions de vision, de mission, de culture de la boîte, euh, que j'ai pris conscience qu'il fallait regarder ce dont on était fier avant d'aller demander aux gens quels étaient leurs problèmes. Euh, C'était des problèmes d'alignement. Alors, dans un cas d'école enfin, emblématique, c'est un problème d'alignement entre un siège et une filiale. mhm. Là, c'est un des cas d'école en management, c'est assez rigolo. Tu as plein d'aspects culturels, opérationnels, donc il y a plein de leviers sur lesquels il faut jouer à la fois, c'est super marrant. Et, euh, et tu disais, ouais, le mec qui aligne, c'est celui qui doit aller fouetter les équipes pour transmettre la valeur et puis il doit prendre les décisions. Et en fait, je pense que c'est pas vraiment un problème de fouetter parce que l'alignement, Ouais, alors je sépare les deux, il hein. Je dis pas qu'il obtient doit pas de fouetter pour force. transmettre la valeur. Je dis que c'est un des rôles de l'intégrateur, si on part de ce duo-là. C'est aussi de fouetter pour que ça tourne. Transmettre les valeurs, non. Si tu dois fouetter pour transmettre les valeurs, ça marche pas. Euh, Au passage, En ils disent vrai, la vision, tu l'entends au bout de la septième fois. Alors, ils reprennent une maxime publicitaire, mais ils disent la première fois, c'est ouais, ouais. Et surtout, si ta boîte a été un peu erratique pendant des années ou des décennies, jamais vraiment formalisé ça, tant que tu as pas dit 7 fois de suite la même chose en mode non, ça c'est vraiment ce qu'on fait et c'est vraiment pour ça qu'on le fait, quelque part, on va te prendre à la légère. Et il faut pas se frustrer de ça, c'est normal, quoi. ben La com interne. c'est le duo constance et répétition. Ouais. Voilà, c'est le. Tu dois. Ou confiance et notoriété, comme dirait José Lito l'autre jour en parlant de la marque, c'est la même chose en fait, hein. Tu Constance peux et pas. répétition. Tu peux pas. Enfin, la vision est quand même pas un truc sur lequel tu peux faire un pivot tous les 6 mois, quoi. Mm. Ça va pas marcher. Non. Et tu es obligé de le répéter. Tu es obligé d'être constant, d'être fiable. Et c'est bah, à quoi tu reconnais une bonne vision. C'est qu'au bout de 3 ans, tu reprends, tu relis la vision et c'est toujours d'actualité, ça marche toujours. Voire Euh, plus que jamais. et voilà, oui, même idéalement, c'est plus que jamais, ouais, tout à fait. Mm. Mais ouais, Et- c'est marrant, je viens de faire le lien en live, mais José Lito disait pour une marque, il faut de la notoriété et de la confiance. Et la confiance vient de la constance et la notoriété oui. vient de la répétition. Et alors, pour revenir sur ton coup de fouet, je te rejoins en partie parce que, alors, c'est pas forcément du fouet, c'est un cadre. C'est-à-dire Ils que appellent ça l'attraction, c'est-à-dire comment tu as de l'adhésion au jour le jour et à la semaine sur il faut faire A, il faut faire B, même si c'est dur. Donc c'est-à-dire aller chercher l'effort, mais tu ne vas dans l'effort, donc dans le dépassement, que si tu crois un minimum que ça en vaut la peine. Et la peine, c'est pas ce que tu es payé. La peine, c'est la mission, la vision même. Et C'est le futur que tu veux créer. je reprends l'exemple de Gambato que tu évoquais tout à l'heure. Un des éléments de la culture, donc c'est quoi la culture? C'est ce qui va surprendre, voire même choquer les gens quand ils arrivent pour la première fois dans la boîte. Bon, ben là, c'est j'accepte pas plus d'une minute de retard à une réunion. Et le Voilà. truc est en mode psychorigide total. Donc c'est un exemple, bon, peut-être un peu caricatural, mais au finish, pourquoi pas. Il Mais fait bien la démonstration. c'est un exemple de cadre que tu vas donner à ton équipe. Ça peut être les réunions, ça peut être C'est une. symbolique. Et c'est comme tu as des tabous et des totems, comme disait un Allemand. Et
un peu partout dans ta tribu et il faut que ta tribu se rallie autour des totems et des tabous. Donc tu vénères le totem, tu touches pas au tabou, ça marche comme ça. Puis Oui, c'est ouais, anthropologique. j'aime bien, je reprendrai l'image, ouais. Ça me va bien. On est bien avec les tabous et les totems. Bah ouais, mais bon, tu retrouves ça un peu, comment c'est, Harari et compagnie. Harari et ses maîtres vont te dire la même chose aussi. L'humanité, c'est de la coordination. Pourquoi on fait des choses aussi grandes que d'aller dans l'espace? Parce qu'on arrive à se mettre à plusieurs, et on ne se met à plusieurs qu'avec quand même un objectif commun, des dieux communs, des tabous Comme, communs comme on également, reparle, des croyances communes. comme on reparle de la conquête de l'espace, alors je vais passer pour un attardé total, mais j'ai vu, avec 3 ans de retard, j'ai vu la semaine dernière, je crois que le titre du film, c'est Les Femmes de l'ombre. Oui, Euh, superbe. et c'est juste, j'ai adoré. Le Ouais, film avait super fait du film. bruit quand il est sorti et je suis passé complètement à côté, je l'ai loupé. Et ben, je l'ai vu la semaine dernière. Et bon, c'est un super film. Moi, j'ai accroché à Ouais, fond excellent. là-dessus. Et, euh, et en termes de management, il y a des trucs hyper intéressants dedans. Tu vois, enfin, il y a un petit côté, bon, c'est un gros truc américain, c'est un gros blockbuster américain, donc tu as un côté caricatural complètement assumé, je pense, mais euh, comment tu passes d'un command and control au-delà du caricatural à des gens qui vont bosser dans leur coin tout seuls parce qu'elles ont envie de le faire, Mhm. parce que c'est leur manière de se réaliser et qu'elles vont atteindre des choses incroyables. Voilà. Si en prenant un peu de recul avec le côté caricatural assumé, je trouve que c'était un bel exemple. En créativité, on a la notion de point fixe. Et le point fixe, c'est aussi la vision. Et en l'occurrence, un objectif très fixe, il n'y a pas le choix, t'oblige à te dépasser. Donc là, Les Femmes de l'Ombre, c'est sur la conquête de la Lune, qui s'est faite à marche forcée. Euh, et clairement, le dépassement, là, s'est fait parce qu'il y avait cet objectif, hein. Et pareil pour SpaceX, ils ont réussi leur 4e lancement parce que c'était le dernier, quoi. Il n'y avait plus d'argent. Mais ramener à la PME du quotidien qui veut pas conquérir l'espace, Conquérir euh, son petit marché. voilà, qui veut conquérir son petit marché modestement. Euh, je pense que revenir à de quoi on est fier, Mm. aussi petit que soit ton action, tu peux toujours en être fier si tu l'as bien fait. Euh, et Et convertir ça en quel futur on veut. Parce que ouais, créez votre et futur, donc soyez ambitieux au moins là-dessus, et après vous prendrez le temps que vous prendrez. Mais conver- exactement. Alors, je veux pas attirer l'attention dessus, mais on voit ton adresse mail de cinquantenaire dans dans Merci, l'enregistrement. merci, mais il n'y Alors, a pas de problème. je cache avec ma main. Alors, comment on conclut, Stéphane, au-delà de quoi vous êtes fier et quel futur vous voulez écrire? Est-ce qu'on reste sur notre définition de la vision? Et est-ce que la vision fantasmée, finalement, ça sert à quelque chose, même s'il faut en face mettre de l'exécution pour qu'elle se réalise au moins un petit peu? La vision, elle doit être fantasmée, mais elle doit être suffisamment ancrée dans une réalité pour pouvoir rester valable et constante sur la durée. Sinon c'est un truc qui se dilue. On a bien débroussaillé le sujet, je trouve. C'est pas mal, donc ça sera le mot de la fin. Merci Stéphane, et je ne te dis pas la semaine prochaine car tu n'es pas Merci, Philippe. Joséito, mais il faudra refaire un troisième sur le sujet que j'ai oublié et tu me rediras. On va le retrouver. Salut, A Philippe. plus! Ciao, ciao.